On va tout de suite rejoindre Hugues Baudouin, notre correspondant à Bruxelles. Hugues, comment s'est passée la visite de Tsipras à Bruxelles ? Bien, les chemins du dialogue, Michel, sont sinueux ici. Mais bon, Bruxelles et Athènes se reparlent dans une certaine ambiance sereine. Jean-Claude Juncker, depuis quelques jours, y met beaucoup de sa personne, en appelant à peu près tous les jours Alexis Tsipras. Ce matin, leur rencontre ici à Bruxelles était assez cordiale. On est loin de l'escalade verbale entre les gouvernements grecs et allemands. Juncker a d'ailleurs conseillé tant aux autorités grecques qu'allemandes de baisser d'un ton. On voit bien ici que l'objectif du président de la Commission est de trouver une solution qui doit permettre à Tsipras de mener sa politique tout en respectant les règles de la zone euro. Alors de fait, on avance très lentement. Pour que le compromis du 20 février, aide financière contre réforme, soit concrètement mis en œuvre, il faut que la Grèce détaille les réformes qu'elle entend mener, avec donc un calendrier et des chiffres. Pour ce faire, elle a besoin de l'assistance de l'Union européenne. Mais il ne faut pas que cela apparaisse comme la renaissance de la maudite Troïka. On a donc recréé un groupe d'experts appelé Groupe de Bruxelles. Une première réunion technique s'est tenue ici à Bruxelles cette semaine. Une autre hier à Athènes. Mais pour vous dire à quel point ces premiers pas sont difficiles pour les nouvelles autorités grecques, cette mission technique est recluse à l'hôtel Hilton d'Athènes avec interdiction d'aller dans les administrations du pays. Ce sont les fonctionnaires grecs qui viennent à la rencontre des fonctionnaires européens très discrètement dans cet hôtel. Ce matin, par ailleurs, Alexis Tsipras et Jean-Claude Juncker se sont mis d'accord pour ressusciter la task force de 60 fonctionnaires européens qui assistaient le gouvernement grec de son côté. Athènes va aussi créer une mission équivalente. Il y aura donc des binômes pour chaque sujet. Cela évitera l'accusation de protectorat dont a été accusée la défunte Troïka. Et ces missions seront dirigées par des responsables politiques. En Grèce, ce sera le ministre des Affaires européennes, un modéré du parti Syriza. Cela acte la mise en retrait du vibrionnant ministre des Finances, Varoufakis, que les Européens décidément ne supportent plus. Il en est quasiment venu aux mains avec le président de l'Eurogroupe il y a 3 semaines. Et si tout se passe bien, la Grèce pourrait d'ici une semaine présenter un premier plan concret de mesures, dont une amnistie fiscale qui serait actée par le sommet européen jeudi prochain et permettre ainsi le déblocage d'une partie des 7 milliards d'euros d'aide dont a besoin Athènes. Certes, ce calendrier est jugé trop rapide par les durs de l'Eurogroupe, Allemagne en tête, mais ici on considère qu'il faut aussi permettre à Tsipras de donner des signes positifs et rapidement aux Grecs. Alors, comme je suis d'un naturel facétieux et pour finir cette semaine, j'ai envie de vous poser une colle vraiment pas simple. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire exactement ce qu'est la dette grecque et la situation exacte des finances grecques? Parce que quand on travaille un peu le dossier, c'est pas souvent femmes varient, c'est souvent chiffres varient. Oui. Ah, Michel, c'est la question à 1 milliard de drachmes, 1 milliard d'euros, excusez-moi. On n'a aucune idée de l'état réel des finances grecques. Le gouvernement grec, qui n'est arrivé aux commandes qu'il y a un peu plus d'un mois, fait face à une administration très peu loyale et qui collabore très difficilement avec ses nouveaux ministres. De fait, les Grecs ne savent pas non plus exactement ce qu'ils ont en caisse. Ce que l'on sait par contre, c'est que beaucoup de Grecs ont arrêté de payer leurs impôts en décembre, pensant que le gouvernement de Tsipras allait raser gratis. C'est plus d'1 milliard d'euros que le trésor grec n'a pas perçu depuis le mois de décembre. Et cela pose un vrai problème au pays pour honorer ses échéances financières et aussi payer le salaire des fonctionnaires dont certains ne payent plus d'impôts. D'où l'idée de proposer une amnistie fiscale et un échelonnement des arriérés qui s'élève tout de même à plus de 70 milliards d'euros. C'est un tiers de la dette grecque. Donc pour le nouveau gouvernement, l'urgence est de faire rentrer au plus vite quelques milliards dans les caisses. C'est le gage qu'attend la zone euro. Tsipras l'a parfaitement compris ce matin en quittant Bruxelles. Merci beaucoup Hugues Baudouin. Jean-Michel 4 points. Si je dis plus de 315 milliards d'euros, Eurostat, c'est les chiffres, 315,5. Le Fonds européen de stabilité financière parle de 324 milliards. C'est dans ces eaux-là. Dans cet ordre, 175% à peu près du PIB. Mais comme le PIB, on n'en est pas sûr non plus. Et puis il baisse, donc ça change. Cela dit, ce qui est certain, on l'a toujours dit, en ce qui me concerne sur ce plateau, c'est que la dette, la Grèce ne pourra pas faire face à la dette. Donc, ce qui est un peu absurde dans ce système, c'est que la Grèce a besoin de 7 milliards d'euros très rapidement. Pourquoi ces 7 milliards d'euros ? Pour d'abord rembourser une échéance, notamment un prêt du FMI d'à peu près d'un montant équivalent. Donc, on est dans un système qui est complètement absurde. La Grèce doit emprunter pour rembourser des emprunts. Et donc, on n'en sort pas. Alors, ce qu'il faudrait arriver, et je pense qu'ils essayent, effectivement, Juncker joue son rôle de go-between, c'est de trouver un système où, effectivement, la Grèce
fait bien des réformes, mais en même temps, on lui donne un vrai ballon d'oxygène. Parce que si c'est lui donner de l'argent au compte-gouttes pour qu'elle rembourse des emprunts, on ne fait que repousser le schmilblick. On ne réussira pas à régler le problème. Donc, on est aujourd'hui, en plus, ça devient un problème pas seulement économique, c'est un problème politique. Et ça, je pense qu'on va en parler. Le problème, il est politique, et entre notamment la Grèce et l'Allemagne, car ça prend une tournure assez désagréable. Donc, Juncker, je pense, en est conscient. Il se rend bien compte que de chaque côté, les tensions montent et qu'il va falloir arriver à un vrai compromis, une vraie solution. Sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Jean-Marc Daniel. Oui, je voudrais dire par rapport à ça quand même, tous les pays, tous les États, ils empruntent pour rembourser la dette qui arrive à échéance. C'est-à-dire que dans les budgets, il n'y a jamais inscrit de quoi rembourser la dette. Quand dans notre budget national à nous, il y a 48 milliards d'euros. Ces 48 milliards d'euros, c'est uniquement les intérêts. C'est-à-dire quand un emprunt d'État en France arrive à échéance, immédiatement on réemprunte. L'État français va emprunter pour un peu plus de 170 milliards d'euros cette année. Plus de la moitié, c'est pour rembourser. Donc la Grèce est dans la même situation que les autres. Le véritable enjeu, c'est deux choses. C'est le premier élément, c'est lorsque vous réempruntez, qui va vous prêter? Alors là, pour la Grèce, clairement, effectivement, il n'y a plus que les institutions publiques qui sont adossées à la défunte Troïka, c'est-à-dire le FMI, le Fonds européen de stabilité financière qui est devenu le mécanisme européen de stabilité, et puis la solidarité européenne. Et le deuxième enjeu, c'est les intérêts que vous versez. Alors sur les intérêts que vous versez, maintenant, on a fait tellement de bonifications d'intérêts que la Grèce, par exemple, a des taux d'intérêt implicites. C'est-à-dire le véritable taux d'intérêt qu'elle paie est en dessous de 3%, c'est moins que l'Italie, par exemple. C'est-à-dire que sur le plan, je rejoins un peu ce que vient de dire Jean-Michel Quatrepoint, sur le plan strictement financier, le problème est à peu près cerné, les enjeux ne sont pas considérables. Et alors pourquoi ce psychodrame? Alors ce psychodrame, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'encore une fois, vos créanciers, ce sont des agents politiques. Avant, quand vos créanciers, c'est une banque, elle n'a pas d'ego. Une banque, elle regarde ce qu'il y a dans le tiroir caisse. Des hommes politiques, ils ont des égos, il y a des pouvoirs, on le voit bien avec le statut de M. Varoufakis, qui fait comprendre à ses collègues qu'il les a traités de comptables, alors que lui, il est économiste. Donc il y a une espèce d'arrogance qui n'est pas totalement injustifiée, d'ailleurs. Sur le plan de la théorie économique pure, il est beaucoup plus compétent que la plupart des gens qui lui donnent des leçons. Et la deuxième raison, c'est que sur le plan de l'économie, indépendamment donc de la dette et tout ça, l'économie grecque part à la dérive et l'éclaircie qu'il y avait est en train de disparaître. On l'a bien dit. Les Grecs ont arrêté de payer des impôts. Vous disiez qu'on ne savait pas très bien quelle était la dette. Ce qu'on ne sait pas très bien en ce moment, c'est l'exécution budgétaire en tant que telle. La dette. C'est-à-dire, on ne sait pas non plus les recettes qui arrivent. Voilà, on ne sait pas quelles sont les recettes qui arrivent. On avait un budget qui avait été voté par le gouvernement précédent avec un déficit de 1 milliard. Si vous regardez maintenant les documents à la fois du Trésor grec, de la Banque centrale grecque et du Fonds européen de stabilité financière, on s'oriente maintenant vers un déficit qui sera plutôt de 5-6 milliards d'euros. À ce moment-là, l'enjeu change de nature. C'est-à-dire, le déficit, de nouveau, le problème va se poser en d'autres termes. C'est-à-dire, il va falloir plus emprunter, il va falloir se poser la question de savoir est-ce que cette perte d'impôt est durable ou est-ce que c'est purement un effet d'excitation. Bon, il y a des incertitudes sur l'économie grecque, plus encore que des incertitudes sur les finances publiques grecques. Jean Catsiapis. La Grèce se trouve dans une situation très difficile. Avant de venir sur ce plateau, je regardais la télévision grecque et j'ai vu que car il y a le groupe de Bruxelles et puis à Athènes, il y a le groupe technique. Bien, le groupe technique qui essaie de voir quel est l'argent, quelles sont les liquidités qui restent à la Grèce, aurait proposé de supprimer 1 ou 2 mois de salaire et de retraite. Alors comme déjà il y a 26% de chômage, ceux qui ont un travail, on leur a retiré 20 à 40% de leur salaire ou de leur retraite. Si en plus on supprime 1 ou 2 mois, oui, donc, alors Varoufakis, le ministre des Finances, a dit que c'était méprisant. Et c'est pourquoi ce que fait la Grèce, ce qu'elle essaie de faire, ce qui irrite encore plus les Allemands, à Bruxelles, le Premier ministre Tsipras a rencontré Martin Schulz, le président du Parlement, qui lui a dit surtout ne parlez pas des réparations allemandes, car jamais le. Ça, c'est le chiffon rouge. C'est le chiffon rouge qui existe, enfin, qu'aucun gouvernement grec n'a osé agiter depuis 40 ans. Et les Grecs, la population grecque est très fière, je dois vous dire, de voir Varoufakis tenir tête au président de l'Eurogroupe et aux autres dignitaires de l'Union européenne, disant il y a quelqu'un qui. On a dans le ventre, en quelque sorte, alors que tous les autres gouvernements se sont inclinés. Tsipras disait hier ou avant-hier, nous sommes à égalité avec les autres États. Il n'y a pas l'élève, le bon élève qui baisse la tête devant le professeur. Donc, nous allons exécuter nos obligations.
Mais il faut que les autres États exécutent les leurs. Et il peut raconter sur l'appui de la présidente du Parlement grec, Mme Zoé Konstantopoulou, qui vient de créer et de préside une commission d'enquête sur les réparations des crimes nazis, etc. Ira Feloukati, ça montre que, en la matière, le terrain politique mine totalement le terrain économique. En tout cas, les deux aspects sont tellement liés qu'on n'arrive pas à les séparer. Écoutez, les Grecs pensent qu'il y a deux problèmes. Il y a donc une contestation sur le plan du fond, et il y a discussion sur l'économie, sur le plan adopté, sur les réformes à faire, et il y a un autre sur le plan de communication. Alors il s'agit d'un bras de fer avec Bruxelles, un bras de fer avec l'Allemagne, qui porte sur le fond, et là, Tsipras, il fait tout ce qu'il peut pour garder quand même l'essentiel de son programme, sans capituler, et on l'oblige à avoir un programme, à mettre de côté son programme et à exécuter le programme de Samaras, du précédent gouvernement. Alors on veut lui enlever ceci, enlever cela, on lui impose ceci, cela. Donc c'est quelque chose qui est une bataille sans merci depuis le début. Et malgré ce qu'il a dit votre correspondant, qui a l'air de dire que c'est apaisé, ce n'est pas du tout ressenti comme ça par les Grecs. Ils ont l'impression qu'on leur met vraiment les garrots sur la gorge et qu'on veut les amener à capituler complètement. Alors, à ce moment-là, il y a aussi notre inquiétude, parce que si un gouvernement comme celui de Tsipras, qui a gagné beaucoup de espoirs et la fierté grecque, et les Grecs, ils ont cru avec ce mouvement extraordinaire de libération qu'il y a eu aux élections, qu'il allait réussir, il allait donner donc ses arguments et qu'il allait avoir justice, on dira. Et les Grecs, maintenant, ils sont déçus. Les sondages, quand même, montrent que 2/3 de Grecs, 70% actuellement, soutiennent le gouvernement. Oui, vous anticipez ma question. Il continue à bénéficier d'une popularité importante. Mais par contre, dans son parti, il y a l'aile gauche, les frondeurs, comme on dit à la française, qui, eux, ils contestent énormément et ils disent que c'est une trahison. Il y a trop de concessions. Trop de concessions. Et les Grecs, en général, ils donnent leur confiance, mais ils disent qu'ils n'ont pas de désillusion par rapport au fait que l'austérité va se terminer. Ils pensent que ça va continuer, jusqu'à où ça va aller, qu'est-ce qu'ils vont encore nous prendre, comment on peut survivre. Mais donc, il y a quelque chose qui est terrible pour eux, parce qu'ils sont, sur le plan du fond, ils sont en train de voir qu'on détricote ce que le pauvre Tsipras, le brave Tsipras aurait voulu faire pour son pays. Et de l'autre côté, on a sans arrêt des phrases assassines qui viennent de l'Allemagne, qui dit « pauvre peuple grec, il a élu ce gouvernement ». Comment ça se fait? Quand il y a Varoufakis qui réplique une autre réplique de fierté nationale, à ce moment-là, lui, il est comme Jules Brunner, etc. On lui taxe son costume, etc. Attendez, c'est quand même l'anecdote. Et là, on est en train de critiquer les photos de Paris Match, où lui, il montre un brin heureux de sa vie privée, avec sous fond d'acropole, quelque chose de très touristique comme image, n'est-ce pas, une idylle à la grecque, on va dire. Il vend ça, c'est très bien, c'est son droit, chacun son tempérament. Sarkozy en a fait autant avec sa vie privée, et Hollande également, n'est-ce pas, ou même Paris Match. Alors, tout est bon comme la guerre. Alors, la guerre sur deux fronts comme ça en fait quand même beaucoup, avec une triple guerre, parce qu'il y a le parti de droite qui s'est rallié avec Bruxelles et qui veut à tout prix faire chuter le gouvernement dans les 6 mois qui viennent pour reprendre le pouvoir. Alors, attendez, ça fait beaucoup quand même. Jean-Michel Quatrepois, c'est quand même pas très optimiste, le tableau qu'Ira vient de... C'est clair, passe au second plan. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a en filigrane ce qui va arriver en Espagne avec les élections en Espagne et Podemos. Donc, il y a effectivement un message qui est distillé par Bruxelles, qui est de dire il n'y a pas d'autre politique possible. There is no alternative. Et donc, le message, il s'adresse aussi dans d'autres pays, éventuellement en France, en disant... 1, vous ne pouvez pas sortir de l'euro, ce n'est pas possible, de toute façon ce serait la catastrophe. Et 2, vous ne pouvez qu'appliquer les réformes que nous décidons et que, effectivement, l'Allemagne et les pays du Nord, notamment les pays baltes également, décident d'appliquer. D'ailleurs, il y a un problème actuellement avec les pays baltes qui font pression sur Bruxelles parce qu'ils estiment Bruxelles a été trop gentil à l'égard de la France. Donc on a vraiment un affrontement sur la politique économique entre deux grandes tendances. Alors la Grèce est au milieu de tout ça. Alors c'est vrai que ça prend une tournure effectivement, on pourrait dire désagréable, parce que ressortent, mais il n'y a pas seulement en Grèce, on voit ressortir dans toute l'Europe les 70 années, on revient 70 ans en arrière,
et ressortent les antagonismes de la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est clair, et on le voit avec l'Ukraine. Alors ils ressortent pourquoi? Ils ressortent parce qu'ils sont instrumentalisés dans le débat politique ou ils ressortent parce que cette tension-là les fait ressortir presque naturellement? Les deux. Il y a une instrumentalisation, bien évidemment, hein, et en même temps, il y a des plaies qui ont été à peine recouvertes et que là, on met le fer dessus. Et ça, c'est grave dans les pays baltes, parce qu'on voit bien que ce qui se passe avec la Russie, les pays baltes sont en flèche contre la Russie, parce que la Russie est leur ennemi héréditaire, etc. Et l'Ukraine, pareil. Et en Grèce, qui a effectivement été un des pays qui a été le plus victime de ce qu'ont fait les nazis, avec les Yougoslaves, hein, enfin avec les Serbes. Et là, vous retrouvez aussi un clivage, qui est le clivage orthodoxe, hein, et luthérien. Donc, on retrouve ces lignes de fracture, et l'Europe, qui était là, normalement, pour faire en sorte que les lignes de fracture disparaissent, ben là, elles réapparaissent. Hein. Et M. Juncker est effectivement dans son rôle, dans ce domaine, d'essayer de rapprocher les points de vue. Le ministère des Finances à Athènes vient de communiquer que la Grèce venait de rembourser une nouvelle tranche de près de 336 millions au FMI après avoir effectué une semaine, la semaine dernière, un remboursement d'une précédente tranche de 298 millions d'euros. Chaque jour qui passe contredit les Cassandres puisque les remboursements des obligations du pays se déroulent normalement sans poser problème pour les dépenses intérieures, ajoute un communiqué de ce ministère. Revenons à la situation politique. On a en effet l'impression de quelque chose d'assez régressif et d'assez inquiétant, comme si le volontarisme européen avait recouvert tous ces impensés, ces antagonismes un peu laissés de côté, et que le voile se déchirait. Et là, on se dit, il va se déchirer jusqu'où ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de course à la victimisation, entre guillemets. C'est-à-dire que le monde orthodoxe, qui était plutôt dans le camp des gentils, entre guillemets, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit les Serbes, les Russes et les Grecs, comme le vient de l'appeler Jean-Michel Quatrepoint, sont 70 ans après un peu dans les perdants de l'histoire. C'est-à-dire la Yougoslavie a explosé au détriment de la Serbie, indépendamment d'ailleurs du jugement qu'on peut porter sur l'équipe dirigeante qui était en place à Belgrade à l'époque. La Russie a considérablement reculé par rapport à ce qu'avait été l'Empire russe ou l'Union soviétique, et la Grèce, là, est dans une situation difficile. Donc il y a ce sentiment-là, couplé avec un autre sentiment, quand on écoute les Baltes, quand on écoute les Slovaques, et quand on regarde la production par habitant, le revenu par habitant de ces pays, on est là non plus 70 ans après la fin de la guerre, mais on est 25 ans après la chute du mur de Berlin, et ils n'ont pas encore atteint le même niveau de richesse que les pays d'Europe du Sud. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 pays d'Europe du Sud qui sont moins riches que la moyenne des pays d'Europe de l'Est, qui sont le Portugal et la Grèce. Mais le seul pays comparable, c'est la République tchèque. Et donc, dans beaucoup de pays, ils disent, mais écoutez, vous êtes encore assez riches. Nous, on a subi, à l'aune de l'histoire, d'autres persécutions d'une ampleur. Vous parlez des nazis, mais les staliniens, c'était de la même nature. Donc, il y a une espèce de course à la victimisation qui, je pense... Et où l'Europe est en passe d'être un peu le bouc émissaire de tout ça. Alors, Juncker est assez habile parce qu'il essaie de lever au-dessus. Alors, en ce moment, il met en avant le cas de l'Irlande en disant, écoutez, l'Irlande, elle a mené une politique d'austérité. L'Irlande, maintenant, a 5% de croissance. L'Irlande a un taux de chômage qui a baissé. Soyez plutôt irlandais que revanchards. Alors, je pense que ce message est un message qui est porteur d'espoir. Maintenant, il est difficile à être entendu parce qu'il y a une espèce d'exaltation revancharde qui est plus populaire et plus naturellement populaire que faites des efforts, soyez irlandais, vous posez pas trop de questions et puis remettez-vous au travail. C'est un discours de sagesse, mais pas forcément un discours très porteur. Jean Catsiabi ? Je crois qu'il y a un point qu'il faut souligner, qui est important, qui vise non seulement la Grèce, mais aussi l'Europe. À quoi servent les élections ? On dit aux Grecs, vous avez voté pour un gouvernement de gauche, eh bien, tant pis, vous allez payer comme d'habitude. C'est déjà une question qu'on se posait au moment des référendums qui disaient non, et on faisait des référendums jusqu'à ce que ça dise oui. Hein. C'est vrai. Alors, on attend de Tsipras qui change sa politique. Peut-il le faire 6 semaines après avoir été élu ? En France, je crois que ça a mis un peu plus de temps. Alors, il y a un autre point aussi qui est important à souligner, c'est que pour la première fois dans un gouvernement grec, il y a un ministre chargé de la lutte contre la fraude. Il faut rappeler que les 2 précédents ministres des Finances, Georges Papakonstantinou est actuellement en jugement parce qu'il avait refusé de poursuivre ceux qui fraudaient. Il avait même retiré des noms de membres de sa famille qui étaient sur la fameuse liste Lagarde. Quant au ministre des Finances qui était en place jusqu'au 25 janvier dernier, il a avoué avant-hier qu'il avait envoyé 450 000 € à l'étranger. Donc, on peut être sûr qu'avec ce gouvernement, il y aura une fraude, la fraude fiscale sera poursuivie. Un dernier point, c'est que si les Grecs ont des torts, sans doute, les grandes puissances aussi. Le budget militaire de la Grèce est le plus fort de l'OTAN, 4,3%, celui de la France est de 2,2%.
la Grèce est surarmée. Savez-vous qu'en 2009, quand on a commencé à découvrir ce qui se passait en Grèce, Hervé Morin, le ministre de la Défense, est allé en Grèce pour dire aux Grecs, écoutez, ce serait pas mal que vous achetiez des avions Rafale, vous serez le premier État européen. Alors que l'ambassade de France à Athènes et le ministre français des Finances connaissaient parfaitement la situation financière de la Grèce. Et le malheureux Kostas Karamanlis a dit, écoutez, ça pour une autre fois, c'est pas possible. Jean-Michel ? Oui, sur les rafales. Non, mais sur la petite conclusion qu'on pourrait avoir de ce débat, c'est que K1, KA, ça va marcher ou on peut quand même ne pas s'exclure une vraie déchirure ? Il est possible, ça peut exploser à tout moment. Bon, comme en Ukraine, comme sur d'autres théâtres d'opération. Ce sont des théâtres d'opération. Donc, il y a des gens qui essayent progressivement de trouver un accord. Je pense qu'on n'a jamais intérêt à essayer d'humilier les autres. Hein, c'est un principe de base. Mais malheureusement, certains l'oublient. Et certains, c'est les Allemands. C'est les Allemands en l'occurrence. Mais les Allemands, parce qu'ils ont une population aussi intérieure, des problèmes de politique intérieure, chauffés à blanc par Bild et quelques grands médias, comme en Grèce de l'autre côté. Donc, tout ça, comme on vit dans l'instant, dans l'émotion, évidemment, on pousse au crime, ça pousse au crime, c'est clair. Et à un moment donné, ça peut déraper. Ira, vous êtes inquiète ? Écoutez, moi je suis inquiète aussi en tant qu'Européenne, parce qu'actuellement, l'image qui est donnée de Bruxelles et de l'Allemagne, elle est désastreuse. Et vous voyez comment ça se passe aussi en France, avec la montée du Front National. Alors, cet exemple-là maintenant de la Grèce et après suit Podemos, etc., montre très clairement qu'il y a un front, si vous voulez, conservateur et sociodémocrate dans l'Europe, qui font blocus à toute évolution des peuples comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. À partir de là, si le peuple grec dit que si le Syriza échoue, par exemple, si on oblige au fait les gens ne pas tenir leurs promesses, comme aussi Hollande, il a fait plein de promesses qu'il n'a pas pu tenir. Ensuite, qu'est-ce qui reste ? En Grèce, il reste le bloc doré. Et ici, le front de gauche. Donc, c'est ça que je suis inquiète, parce qu'on voit une crise générale en Europe qui pourrait aboutir d'ailleurs à une mise de question de l'Allemagne, de Bruxelles et de ce système qui écrase complètement le peuple, en fait. Merci beaucoup pour ces analyses. On attendait la notation de Standard & Poor's qui était annoncée pour avant 18h. Elle va tomber d'un moment à un autre. Ça aurait été un élément du débat, mais c'est anecdotique. Allez, dans un instant, le journal. Puis ensuite, je vous proposerai les meilleurs moments de mes rendez-vous culturels du 5 à 7 de la semaine avant que vous retrouviez les yeux dans l'actu de Yannick Mahé et toute l'équipe de Vincent Hervouet pour Ainsi va le monde.